et ben voilà, on est à Paris-Orly aéroport et aujourd'hui on est invité par Toyota à aller au Tour de Corse. C'est un peu un truc de ouf, ils m'ont envoyé un mail il y a une semaine pour me dire ça. Évidemment j'ai dit oui, même si je suis censé être à Spa dimanche et que c'est le même week-end, là c'est vendredi, samedi, dimanche. Du coup j'ai demandé si je pouvais venir que vendredi, samedi et revenir samedi soir à Paris, ils m'ont dit ok. Donc ça va être encore une semaine bien chargée, enfin une fin de semaine, sachant que le début était bien chargé aussi. A priori la Toyota Supra fonctionne maintenant, je ne l'ai pas testé, c'est Jean qui était au garage avec hier puisque moi j'étais sur un tournage. Voilà, plein de choses et allez, on vous emmène en Corse. Bon bah voilà, c'est garé. Bon, on sort. Vous pouvez utiliser vos appareils électroniques portables en mode avion durant tout le vol. Cependant, pour votre sécurité, les appareils Il y a de la vache. Voilà, on y est. La Corse. Et je sais pas du tout où on va à partir de là. C'est nous. Vous avez reçu un programme? Ouais. Donc pour aujourd'hui, on part de l'aéroport, on va à Bastia, on va déjeuner sur une belle petite place. On fait une visite touristique de Bastia et on ira ce soir dîner au service bar. Super. On fera un peu de route ce soir pour aller jusqu'à l'hôtel et demain on embarque dans les hélicoptères et on suivra le rallye en faisant des sauts de puce avec nos hélicoptères. Donc on a essayé dans le programme d'associer et du sport auto, et des visites et des dégustations, des produits locaux qui sont vraiment super. On se régale vraiment en Corse, que ce soit à des yeux, du soleil, et de la nourriture. Super. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà notre voiture de course pour le week-end. Je fais une moderne, histoire d'avoir la clim. Je comprends pas, au mois de mai, il fait pas trop chaud. Non, c'est parce qu'en fait je garde l'ancienne pour faire la Coupe des Alpes et la Coupe des Alpes c'est en juin et t'as pas le droit d'avoir des... Et on te l'a prête, l'ancienne? Ouais. Une 1300 ou une 1600? Et ben je crois que c'est une 1300. Pas une 1600. Tu peux demander, tu vois. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. On va aller manger. Pour l'instant, on n'a pas vu de voiture de course. Mais... Ah... Dernier tournage Porsche. C'est pas mal du tout. Avec un beau soleil, ça sent les calanques. Forcément, c'est touristique. Le petit passage secret. Allez-y, j'arrive. Ça a l'air d'être pas mal. Je devrais éviter de me faire insulter cette fois. Ça va résonner un peu là. Tu nous emmènes chez toi, c'est ça? Je suis en train de faire rager les gars sur la discussion. Ah là là, c'est vraiment beau, hein, c'est vraiment beau. On va déjeuner là. Voilà.
On va commencer déjà à se mettre gros. On va se faire tranquille. Bon, là on est à Bastia et puis ce qui est intéressant c'est qu'on va commencer sur la place du marché qui est vraiment, encore aujourd'hui, un des points névralgiques de la vie bastiaise. Le problème c'est qu'il va falloir un peu remonter le temps parce que rien que cette place du marché, les immeubles qu'on a tout autour, on a des choses qui vont remonter au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle. Donc, d'abord, une question. Quel est le chef-lieu, la capitale de Corse? Facile. Ajaccio. Ajaccio. Et c'est une totale hérésie. Totale. Tout d'abord, on dit ouais, Ajaccio, capitale de Corse. Pour commencer, dans l'histoire, la Corse, elle en a connu des capitales. Parce que techniquement, Aléria, capitale de la Corse grecque, étrusque, romaine. Marianne, capitale de la Corse chrétienne. Bigoulia, capitale de la Corse médiévale aragonaise. Corté, capitale de la Corse indépendante. Bastia, capitale de la Corse génoise. Et Ajaccio, capitale de la Corse française. Donc ça commence à faire un petit peu beaucoup. Tout ça pour une si petite île. Ah non, on est très fort nous. Donc on va faire une île capitale. Tout ça pour actuellement 315 000 personnes en Corse. Bon. Donc on va s'en tenir à peu près aux 40 000 personnes de Bastia. On ne parle pas de l'agglomération pour l'instant, hein, bien sûr. Et donc Bastia, c'est l'authentique capitale. D'ailleurs, c'est pas pour rien que maintenant c'est une ville qui a reçu un classement particulier. C'est ville d'art et d'histoire. Pour l'appréhender, il faut quand même imaginer que pendant des années, Bastia, voilà, c'était des immeubles un peu léprosés, vous voyez, un petit peu comme celui-ci, des façades qui tombaient un petit peu. On disait toujours, oh, c'est joli. Quelques années, on disait souvent, Ajaccio est plus joli. C'est l'inverse. Je sais de quoi je parle. De toute façon, c'est Calvi le plus beau. Et oui, Ça, Calvet. tout le monde est, Comme ça, tout le monde est content. Tout le monde est d'accord. Non, non. On a fait les trois. Elle est devenue ville d'art et d'histoire. Elle s'est considérablement remodelée, elle s'arrange et puis elle remet en valeur aussi un patrimoine architectural qui est clairement orienté vers l'Italie. En fait, on le verra, mais en réalité, même quand vous avez des maisons du 19e siècle, regardez, c'est-à-dire la maison Viale, c'était la maison d'un poète, le presbytère, l'ancienne mairie, regardez cette ancienne mairie de Bastia. Aujourd'hui, c'est une mairie annexe. Vous voyez ? Regardez la maison. Quand vous avez des maisons colorées, quand vous avez cette espèce de bosselage en pierre au rez-de-chaussée, ces grandes fenêtres avec des volets qui s'ouvrent ainsi, vous voyez, c'est ce qu'on appelle des persiennes à jalousie. C'est italien, totalement. C'est le parfum de Toscane. C'est pour ça qu'on dit Bastia, c'est une capitale génoise. Alors qu'au 19e siècle, à cette époque-là, on est français déjà. Donc pour ceux qui n'y pigent rien, la Corse devient française en 1769. Au terme d'une guerre, mais Bastia va quand même accueillir des armées françaises prématurément parce que c'est une citadelle génoise. Avant cela, la Corse a eu une période d'indépendance, hein, comme un pays démocratique, indépendant et moderne, et pendant 5 siècles avant cela, c'est la République de Gênes, je vous la fais très rapide, qui va d'abord l'occuper parce que la Corse c'est tout simplement un passage commercial, c'est tenir aussi, et là on va le voir, on aura les vues sur la mer, à comprendre aussi ce besoin de tenir le littoral, de tenir le commerce de la Méditerranée occidentale. Et petit à petit, ils font des petits points commerciaux et puis ils vont d'abord les renforcer, faire des citadelles et finalement prendre la Corse administrativement. Donc 5 siècles d'occupation génoise qui vont d'un bon voisinage au départ, ensuite des accords commerciaux et puis finalement ça finit avec vraiment un régime plutôt autoritaire. Alors on me dit mais et avant ? Alors les historiens vont vous dire oui, mais alors avant c'est Pise. Ah, les seigneurs toscans, les évêques qui arrivent, font des châteaux au Moyen-Âge. Ah, c'est merveilleux. Et avant alors? Ah, mais avant c'est Rome, bien sûr. Allez, c'est Rome, la Rome du Moyen-Âge et la Rome antique. Hein. Rome, ils sont restés pas mal de temps. C'est normal, les Romains sont là. Et c'est pareil, seigneurs romains, centurions, machin, etc. Avant, c'est les Grecs. Avant, vous oubliez tout ça. D'abord, c'est les Corses. Non mais, c'est pas des blagues. Regardez ce marché. Ce marché, c'est aussi le témoignage d'une vie de Corse. Alors que les Génois étaient dans les citadelles, principalement, les Génois venaient commercer, bien sûr, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, quand on fait l'église, quand on fait la plupart des maisons. Bien entendu que les Génois sont ceux qui ont le pognon, ils tiennent le commerce, ce sont des marchands, eux. Hein. C'est une cité-État italienne basée sur le commerce. C'est tout. Et des banques.
D'ailleurs, la Corse est gérée par des organismes financiers, des consortiums, des multinationales, clairement. Alors c'est merveilleux, on se rattache à eux parce que, évidemment, hein, on rentre dans telle ou telle entreprise commerciale, on a accès, bien sûr, au port de Séville, puisqu'il y a les Génois là-bas, on a accès au port de Crimée, à la mer Noire, parce qu'il y a des Génois là-bas, vers Constantinople, c'est merveilleux. Mais pourtant, ici, il y a une vie locale. Et ce marché, c'en est le témoignage, parce qu'il y a 2 Bastia. Et ces 2 Bastia, on va les faire. Terranova, la nouvelle terre, et Terravecchia, l'ancienne terre. Et en réalité, Terranova, c'est la citadelle, Terranova, parce que ça a été la colonie génoise. Et Terravecchia, c'est ici. C'est l'endroit d'où arrivaient des Corses, qui étaient là bien avant, qui ont toujours été là, qui avaient des ports, on va le voir, qui avaient des localités au-dessus, et qui vont utiliser ces espaces-là pour des lieux d'échange. Sortez du cliché, le Corse, il est dans ses montagnes, il est berger, bandit, il craint les pirates, s'en fout totalement, mais totalement. Ce qu'on craint, c'est les maladies. Ça oui, la malaria, qui va quand même perdurer en Corse, et on le verra après, jusqu'en 1944, officiellement. C'était dur, le paludisme, hein, parce qu'il y a des marécages, il y a de l'eau, il y a de la chaleur, c'est normal. Et quant aux barbaresques, pirates, on en parlera aussi, parce qu'on va faire le port. Tout le monde vit avec ça. Ça n'empêche pas les sociétés de se développer. On parlait de Biarritz, on parlait même du sud-ouest, de toute cette côte atlantique. Évidemment que depuis l'Espagne, le Portugal et un peu plus bas, ce qui sera les côtes marocaines, c'est aussi des nids de piraterie. Ça n'a pas empêché les sociétés de prospérer. La Méditerranée, les Catalans sont des pirates terribles, bien pires que tous les Sarrasins possibles et imaginables. Les pires, c'est les Catalans, très grands marins. Les Corses ont été des pirates, les Napolitains étaient des pirates, les Grecs étaient des pirates, bien sûr les Nord-Africains, mais c'est presque un métier comme un autre. Tous des pirates. Tout à l'heure, la piraterie, la course, être corsaire également, c'était un métier comme un autre. Donc les Corses, non, ils ont besoin aussi de ports. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une place du marché qui est effective les week-ends, hein, en particulier, entourée de maisons plutôt notables, des anciens quartiers, mais là, c'est le 19e siècle. Tout au plus le 18e. Avant cela, on va reculer, il n'y a rien. Parce qu'au départ, Bastia, c'est quoi? À l'Antiquité romaine, ça s'appelait Mantinum. Il semblait y avoir un petit port romain. Alors que les Romains, ils sont officiellement présents depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ. Je ne dis pas que Mantinum date de là, mais du 1er siècle. Voilà, il y avait déjà quelque chose, bien entendu. Est-ce que c'est les Romains qui le fondent? Bien sûr que non. Il y a des Corses qui sont déjà là, qui pêchent. Bien sûr, c'est une marine, c'est 3 fois rien. Mais il faut l'appréhender comme ça. Et c'est très intéressant parce que quand la ville va se développer sous l'impulsion génoise, et qu'on ne parle toujours pas des Français, bien sûr, eh bien, c'était une ville bien plus importante. Il faut quand même imaginer qu'au XVIIe siècle, c'est 5000 personnes à Terranova, c'est-à-dire ces quartiers-là que nous allons arpenter, et 2000 personnes dans la citadelle, mélange de Génois et de Corse. Terranova, c'est là-haut, Terravecchia, pardon, c'est 5000 personnes. C'est pas grand-chose. Au XVIIe siècle, il y a des villes de plusieurs millions d'habitants déjà. En Europe, ça n'a rien d'extraordinaire. Déjà Rome depuis longtemps, pour commencer. La Corse est petite. Et pourtant, ce qui ressemble le plus à une ville, c'est Bastia. Parce qu'on a beau dire, à cette époque-là, Ajaccio, c'est immonde. C'est une catastrophe. Même à l'époque de Napoléon, c'est une catastrophe Ajaccio. Napoléon, il avait honte. Hein. Il avait honte de montrer, d'ailleurs il a fait des grands travaux à Ajaccio pour ça, d'où est-ce qu'il venait. C'est une citadelle et puis autour une basse ville avec quelques notables, mais ils ont les pieds dans la bouse, littéralement. Calvi, ce n'est qu'une garnison militaire, d'ailleurs particulière, hein. De Génois, je vous l'ai dit, il n'y a que ça. Bonifacio, pareil. Porto Vecchio, c'est pas un joli coin bling-bling, c'est insalubre, rempli de marais. Donc, ce qui ressemble le plus à une ville, c'est Bastia. Il y a Corté qui pourrait faire un peu concurrence. Et c'est une ville de l'intérieur, donc c'est un gros village, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que les Corses vivent en montagne, mais il ne faut pas négliger que la Toscane est juste là. Donc ce marché, il est du XXe siècle, bien entendu, mais il s'est organisé autour de grandes maisons. Comme je vous l'ai dit, des maisons au XIXe siècle, des maisons au XVIIIe siècle, certaines sont en rénovation, et il y a toujours eu des notables. Par exemple, parmi les notables qui ont vécu sur ce marché, autour en tout cas, le terrifiant comte de Marbeuf, surnommé le boucher de la Corse. Ensuite, ça vous annonce la couleur.
vous l'ai dit, elle a été génoise, mais elle a été indépendante, la Corse. Elle s'est érigée comme nation totalement indépendante, avec un certain Pasquale Paoli, qui est le personnage le plus important de Corse, donc vous oubliez Napoléon, largement, hein. Lui, c'est le père de la nation corse, et pendant 14 ans, la Corse se dotera d'une constitution qui va notamment donner le droit de vote. Première fois, hein, vous êtes en 1755. Je vous rappelle que vous êtes sous Louis XV à ce moment-là. Droit de vote aux hommes et même, sous certaines mesures, aux femmes. C'est énorme. Quand elle vote pareil. Alors, en fait, c'est pas exactement ça. Ceux qui avaient le droit de vote pour élire l'Assemblée législative, donc qui allait créer les lois à Corté, c'est Corté qui devient capitale, eh bien, c'est tous ceux qui ont 25 ans et chefs de famille. C'est en gros les pères, hein, les pères de leur foyer, tout simplement. Seulement, une vieille coutume du temps des Génois, bien avant Paoli, c'est pas lui qui l'invente, mais il le garde en pratique, faisait que si l'homme est absent, parce qu'il est mort, parce qu'il est malade, parce qu'il est en déplacement, il est en affaires, il est berger, vous avez beaucoup La de femme bergers, peut voter. c'est la mère, c'est elle qui devient la chef de famille et la femme votait. Ouais, c'est pas une voix Toutes en les plus, veuves. c'est une voix à la place. En fait, voilà, c'est une loi à la place. C'est énorme déjà, à l'époque. Séparation entre le législatif, l'exécutif, etc. Ce qui s'est passé, c'est que les Génois sortaient d'une crise monumentale en Corse. Ils se sont fait jeter à la porte. Alors, ils étaient coincés dans les citadelles, on va le voir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont soldé des vieilles dettes qu'ils avaient envers la France en leur fourguant la Corse. Et donc, il y a eu une invasion. Je vous la fais très simple parce que c'est pas le sujet. Il y a eu une invasion. Et celui qui, pendant un peu moins d'une vingtaine d'années, va être nommé gouverneur général de l'île, commandant en chef des forces françaises, est un personnage qui avait ici, alors là où vous êtes, là où vous avez mangé à peu près, à l'époque, un petit théâtre extérieur. On est à peu près à l'époque de Marie-Antoinette, hein, à ce moment-là. Hein. Le comte de Marbeuf. Alors c'est un homme charmant. Hein. Lui, c'est, en gros, si les Corses ne se soumettent pas, on met les villages à feu et à sang, on pend des enfants de 15 ans à des châtaigniers, on laisse les corps pourrir. On viole les femmes, etc. On envoie les gens au bagne de Toulon, etc., etc. C'est un homme charmant. Il avait sa garnison militaire là, dans un ancien couvent. Donc ça s'est vraiment créé tout autour. Hein. Et là, il avait un joli petit théâtre où des notables corses venaient lui rendre hommage, parce qu'il y en a certains qui ont retourné leur veste très vite pour profiter des meilleurs avantages, dont une certaine famille Buonaparte, qui venait même ici, hein, à ce moment-là, le père de Napoléon. Donc voilà, il y avait un théâtre privé, parce qu'on peut être un boucher sanguinaire et aimer l'art, bien entendu. Vous voyez un petit peu cette vie de notable. Et puis par la suite, cette place du marché restera toujours une place assez centrale. Pourtant, avant le XVIIIe siècle, vous êtes en race compagne. Donc ce que nous allons faire, c'est que d'abord on va retrouver l'impulsion qui va clairement transformer cette terre avec, cette vieille terre, en une ville. Et l'impulsion elle est là, c'est l'église, et c'est le moment qu'il a choisi pour partir. Oui, je parle depuis 10 minutes, et voilà. Bon, donc s'il va y avoir des questions, parce qu'il y a un truc que vous ne comprenez pas bien dans l'histoire, etc., il ne faut pas hésiter, même les plus... On l'attend? Oui, il est allé... Voilà. Quand il faut y aller, il faut y aller. D'ailleurs, vous assurez en cet instant, essayez de ne pas vous faire dormir de suite, je sais que vous n'entendez pas. Donc, on est à Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean le Baptiste en réalité, on dit souvent Saint-Jean. On est rentré par le côté, hein, vous l'avez compris que la façade est là, la façade vous la verrez très aisément quand on sera au port, cette fameuse église à double clocher. Et on est au XVIIe siècle. Alors, il y a la première chose qui sera, si vous avez plutôt l'habitude des églises justement parisiennes, il y a beaucoup de gens qui viennent à Paris apparemment, ou même aussi de la plupart des églises qu'on va retrouver en Gironde, dans les Landes, avec ce qu'on va appeler le roman, ou alors le gothique, plutôt vers Paris d'ailleurs, le gothique, Notre-Dame. Ça n'a rien à voir. On est dans un autre monde le plus total, on est dans le monde de l'Italie, le baroque. On va imiter Rome, on va imiter Florence. Rome, si vous pensez à l'église du Gesù, qui va donner un peu l'idée du baroque, ce style avec ses plafonds peints, pensez aux plafonds peints de Baciccio, pensez, voilà, vous voyez, tous ces gens jaunes, un petit peu, toute
est un peu doré à leur fin, on y met de l'imitation. On y met du stuc à la place du marbre. Là, c'est du marbre. Mais souvent, les colonnes sont en stuc, en plâtre ciré. On fait de l'église un théâtre. C'est une époque. L'époque, c'est quoi? Alors, il faut sortir un peu de Corse. Vous êtes à la fin du XVIe siècle. On commence à avoir de très très gros problèmes. C'est ce qui va amener les guerres de religion en France. Il y a là ce qu'on va appeler la réforme, le protestantisme. Et l'Église, avec le Concile de Trente, veut réhumaniser tout ceci, veut faire de l'Église presque une fête. Et aussi montrer que on s'occupe des gens, qu'on se serre tous un petit peu les coudes. C'est un peu la doctrine. Et donc, il y a une grosse révolution ensuite sur tout ce qui va être architectural. C'est pas pour rien si, par exemple, l'église est une seule salle, un plan unique. C'est-à-dire qu'on est tous dans le même bateau. C'est plus un plan basilical avec 3 maîtres-autel. Non, on fait une seule salle. C'est pas pour rien si on met d'abord une voûte en berceau. Regardez, ça forme comme un berceau incurvé. Mais qu'est-ce que ça évoque? Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, l'île de Ré, Marraine, vous voyez, tout ce secteur-là. La plupart des églises, ou la Normandie, ce sont des coques de navires retournés. C'est l'idée d'être tous dans le même bateau. Alors au début, il n'y a pas de plafond peint, ça arrive un peu plus tard. Mais vous voyez, c'est un peu cet esprit. Et puis la théâtralité, elle est où? Dans les trompe-l'œil. On met très peu de lumière. D'ailleurs, les gens disent, ils sont où les vitraux? Au fond, là-bas. Oui, pas grand, c'est pas beaucoup. Et c'est normal. Parce qu'un vitrail, déjà vous faites pénétrer la lumière au maximum, mais il n'y a pas besoin de lumière ici. On est dans un endroit qui est plutôt éclairé, la Corse c'est plutôt lumineux, et si vous mettez trop de lumière, l'illusion entre il faut imaginer que c'était éclairé à la bougie aussi à l'époque, entre la fresque, le bas-relief, quel matériau. S'il y a trop de lumière, vous le voyez l'illusion, évidemment. Surtout que le vitrail à la gothique, ça n'a rien de corse, on n'en trouve pas. Gothique, ça ne veut rien dire d'ailleurs, il faut oublier ce type de mot parce que gothique, à part des gens qui écoutent du Marilyn Manson comme ça en noir, ça veut rien dire. Le véritable nom c'est Opus Franciganum, l'art à la française. Ça vient de là le gothique. Et on fait de grands vitraux parce que Dieu est censé être dans la lumière. Donc en gros, il rentre chez lui. L'art à la française, voilà, on n'est pas français. Pas à l'époque. Les Habsbourg sont importants. Au départ, ils vont à Constantinople, jusqu'à ce que les Turcs l'apprennent. Ils vont à Séville, où le roi d'Espagne, les Habsbourg, les accueille, et puis après vers les Amériques. Ensuite, vous montez à Gênes, et de là, vous allez directement vers la Flandre, le monde germanique. C'est aussi d'autres routes commerciales, bien sûr. Celle qui va vous mener d'un côté vers la Crimée, de l'autre vers ce qu'on appelle les ports d'Ars, Anvers, monumental. Et en l'occurrence, c'est l'industrialisation. Et il y a notamment un homme qui est... Oui, on va passer ce matin. Oui, le tunnel sous la Manche. Un petit peu clair. C'est que du tunnel. Ah ouais? Ouais. Et encore quand il fait bien clair, on le voit parfaitement. Ah, il le est sous tunnel, l'eau. il est là. Oui, le tunnel, il est 8 mètres sous l'eau. Ah bon? Eh oui. On a pris ce matin. Quand on était dans le tunnel, c'était celui-là. Allez-y. On passe enfin aux choses sérieuses. Ça s'appelle la quinquina. Voilà. Et il va créer un cocktail, certains avec même du citron, du cédrat, peu importe. Souvent en Balagne, on fait ce qu'on appelle les coujoulés, c'est des canistrés au vin blanc. C'est très bon ça. Dans un tiramisu, c'est excellent. Mais là, comme on est sur l'apéro, coujoule, voilà. Dans le sud, souvent ils disent coujoule. Chez nous, en Balagne, on dit coujoulé. Et ça, si vous êtes en train de manger, de boire un petit quelque chose. Ah d'accord. Je vais faire goûter cela. Moi, je peux reprendre l'avion après, c'est bon. Connaissez citron et cédrat. Le cédrat, c'est quelle heure? Bon. C'est comme la cédrat confit que je leur donne. Le cédrat, là, on le mange confit. Ça ressemble à un gros citron préhistorique au cabossé, qui va du jaune vert au jaune vif. Avec, pour certains, je ne sais pas si vous regardez Top Chef, parfois ils utilisent le main de Bouddha. C'est une espèce de truc comme un citron avec des tentacules. C'est un cédrat en fait, aussi. Mais c'est plus décoratif. Et c'est quelque chose dont d'ailleurs les Grecs, les Romains étaient friands en infusion. Les Perses avaient remarqué que ça vous immunisait contre le venin des vipères. Nostradamus au XVIe siècle invente la confiserie, on va commencer à le manger confit. Au XIXe siècle, on en fait un commerce extraordinaire, on fait d'ailleurs des cédratines. Donc ça, c'est liqueur de cédrat. Cédrat. D'ailleurs, voilà. Ça ressemble à des citrons. C'est très léger. Oui, non, normalement c'est...
Oui, oui, On a plus costaud, si vous voulez. On a la liqueur du maquis. Hein, si vous Oh, voulez. il- C'est un peu comme la chartreuse. Oh là, rien que le nom. Ouais, ça c'est bien ça. On teste? Ah, mais t'as goûté ça? T'es en train de... Je l'avais ramené lui. Il avait le même goût à celui-là. Hein. La tome, c'est celui-là. Alors une tome, c'est pas le même. La tome peut vieillir, hein. Elle peut durcir comme un parmigiano, hein, par exemple. Bah, on vient de Très tester bon. ça. Mais ça, C'est moi aussi, très j'aime bien. salé. Je vous le conseille. C'est très... Bon, on Oui, est c'est d'accord, une expérience, on peut hein. pas en manger des gros morceaux, c'est pas possible. Non, c'est une expérience biologique. Voilà. Le corps était pas prêt. Non, mais ça aussi, avec un peu de Je vais en prendre confiture, un ça goût quand passe. même. Ah mais voilà, attends, il y en a c'est- déjà un sur le... Si tu veux accorder Ouais. le vin avec ça, il faut... Découverte sur celui-là. Ça va, hein, purée. C'est la première fois que je mange un fromage, ça me fait plus d'effet que le vin en fait. Le cahier de commande, s'il vous plaît. Tout ce que je bois. C'est pas grave, buvez, buvez. Allez-y, ça va. Ah, vous avez entendu le bruit magique. Non, mais là ça va, hein, vous allez pouvoir boire. Ouais. Ne vous inquiétez pas, on mange Prenez. dès qu'on arrive à 6. Buvez-en tous. Associez mon corps, mon sang livré pour vous. Tenez. Tu veux pas un nouveau? Non, c'est bon. j'aime bien prendre les mélanges. On va Ça, faire les mélanges, c'est dangereux les mélanges. ouais. Bah, Non, mais là normalement, je vais trinquer avec vous. Ah, c'est moi qui ai mangé toute la première assiette. Pour de vrai, hein. Non, c'est vrai. Les autres, je leur ai même pas laissé goûter. Merci. Prends un petit muscat. Merci. C'est bon, hein. Là, c'est le des salés. retour de la Goûtez, ça Copa. c'est Ouais, bon. on a hein. goûté. Ouais. Alors, allez-y. Faites-moi Tenez, confiance. allez-y. Tu fais la première un assiette, bout de copa, s'il te plaît. tu fais la deuxième. Je vais servir à boire un peu au monsieur là-bas. Merci. Pardon. Tenez, je vous fais goûter un peu le muscat pétillant. C'est bon, il est là, le muscat pétillant, je l'ai à la main. Santé. Bon, allez, La copa, c'est la... Savez-vous, hein? Azaoud, non, on se sert, sert là. La liqueur du maquis aussi. Aussi, on n'est pas des. Hein? On va Voilà, tous allez. mourir. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, vous avez que des liqueurs parce que parfois c'est la croix vide. Il y a le whisky, il y a même l'eau de Ah, vie. oui, aussi. oui, hein. Elle est là, l'eau de vie. Tiens, fallait Ça pas va le mal dire. finir cette histoire. Ça, alors ça c'est autre chose. Hein. Mais il n'y a pas de grenouille dedans. Ah, c'est la Voilà, bière. non, non, il n'y a pas de vipère en Corse, même pas là-dedans. Voilà. Allez, Et le vas-y. cédra Tu aussi. sais que t'as Voilà. bien mangé quand ton téléphone est tout gras. C'est pas Ouais, santé. Ça roule. Ça c'est sympa. Hein. Il y en a un, vous savez. Hein. Santé. Oui, ah oui, oui, vas-y, vas-y. Ah mais il est pour ça. Hein. Ah, toi tu bois plus? Santé. T'as arrêté. Allez, à la gagne. Jim Murray, il est revenu l'an dernier chez Mavel. 5e meilleur whisky du justement, monde. Et il est pour corse. inaugurer les nouvelles cuvées. Alors en fait, ils changent maintenant un petit peu leur forme. Tourbé aussi. Le tourbé, voilà. Il est bon? Tout un tas de choses comme ça. Moi, je suis pas amateur de whisky. Pas trop. Mais c'est que Ah ouais, stocké. il est fort, mais il est bon. Voilà. Et en fait, PM, parce que pied, bouffer et la boire. céréale. Voilà, donc si vous voulez acheter du vrai produit corse, ils livrent partout dans le monde. Donc, si vous nous regardez depuis très très loin, bah, ils font aussi. Ça y est, le carton. Voilà, Corsica Coli, que du produit corse. Donc le Si vous figadier, avez envie, c'est une saucisse à base de foie. Figadier, c'est une saucisse à base de foie, ça vient du mot foie fecato. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un cochon de 100 kg, en Haute-Corse, hein, sous contrôle, on fait entre 7 et 8 kg de figadier, pas plus. Dans un cochon de 100 kg, c'est-à-dire que c'est quasiment rien. Donc pour les internautes et les personnes qui vont venir cet été, qui vont en trouver un peu de partout, c'est la belle saucisse en forme de U, qui est noire, très noire dans le sud. Dans ces cas-là, on n'en fait que 4 kg. Dans un cochon de 100 kg, donc il n'y a qu'un foie. Et eux, ils mettent que du foie. Donc c'est 4 kg. Donc 4 kg, c'est rien du tout. Hein. Et en Haute-Corse, on en fait entre 7 et 8 kg. Parce qu'on rajoute de la chair à saucisse et on met un peu de sang. Voilà. Mais ça, on peut l'avoir en principe le vrai de novembre jusqu'à fin mars. Pas plus. Et là, malheureusement, 95% du figadier se fait l'été, parce que c'est là où il y a de la demande. Et il est fait avec du foie congelé, décongelé, recongelé. Bon appétit, bien sûr. Voilà, donc si vous voulez du pas congelé, Et venez là. pas qu'au supermarché, Voilà. malheureusement. Voilà, on a acheté quelques victuailles qu'on va ramener pour manger à Spa dimanche. Je pense que les autres vont m'adorer. On va péter dans les lits. D'accord.
Fabuleux, merci. Bon voilà, maintenant qu'on va être bien gros, on retourne chez Toyota. Qui c'est qui veut des flageolets? Tu montes pas, Benjamin. Eh non. Passe une bonne fin de journée. Oh, Merci, c'est très agréable. Allez, faut qu'on y aille. Allez, on est ça. Allez, salut. Allez, on y va. Ouais, quelqu'un peut enlever ce truc là? Tiens, quelqu'un, tu peux tirer sur le truc comme ça. C'est bon, je tire, vas-y. Allez, mais non, C'est bon. voilà. Ah. Allez, viens. Tiens, prends les flageolets. C'est bon? Allez, t'as racheté la boutique. Salut. C'est bon. Ça va péter dans les chaumières. J'ai acheté tous les flageolets qu'il y avait. Bon voilà, on arrive sur le parc fermé. Ah, l'endroit qu'on préfère, le contrôle palpation. C'est pour ça qu'on est venu en Corse. Voilà. Venir vers vous. On peut choisir par qui on est palpé. Allez-y, palpez-moi, monsieur. C'est mon petit moment Nutella de la journée, ça. Voilà. Vous faites un très bon travail. C'était un plaisir. Merci, monsieur. Pas de couteau, pas aujourd'hui. Paese di Uggiru di Corsica. On revient à midi, oui. Là aussi, ils ont écrit en latin, c'est ça, parce qu'ils savaient pas. Tout est en latin. Donc, là, vous avez les différents constructeurs. Et demain, on aura du temps libre. On pourra aller voir les amateurs un peu plus loin avec les plus petites voitures. Là, il y a le village, la structure du rallye. On va commencer par aller chez Toyota. Et puis, on découvrira tout ça le long du demain du rallye. Mais genre, il y a la fête et tout là. Il y a une fête foraine, ouais. Ah, c'est génial. Il y a une fête foraine. Ah, on va se refaire palper. On va chez Toyota. On va manger chez Toyota. On est gazou. Non, ça vous passez pas. On est. Mais on est gazou. on va manger dans la structure. Mais même ce On va passer par là-bas. Voilà. Ok. Ça va être la même chose. On doit gagner des trucs à la fête foraine, c'est ça? Hashtag je suis gazou. Ça vient d'où d'ailleurs, gazou? Ça veut dire garage en japonais. D'accord. C'est génial du coup. Gazou Racing, c'est garage Racing. Ouais. Ça veut dire que c'est une équipe à taille humaine encore. C'est un peu le concept, non? Voilà. Si t'as besoin de punchline, tu me dis. Je suis là. Ah, c'est ça Hyundai qui ramène son... En fait, ils ont démonté le QG en Corée, il est là. Et Toyota, c'est donc le bâtiment au fond avec toutes les lumières. C'est ça. Ah, Toyota, ils ont mis de la couleur. Hein, C'est où mes lunettes qui brillent là? Avec les piles. Pourquoi je sens qu'ils vont pas me réinviter? Ah, ça se fait partie des expériences. Ah, je me suis perdu, je sais plus où je suis. Vous allez vivre une YouTube expérience, comme on a dit, il y a beaucoup d'amateurs ici. Eh mademoiselle. Bonjour, je suis perdu. Ciao belle là. Voilà, Ah mais en plus, Valentina, la chef de projet Toyota. Salut Valentina. bonjour. Mais on peut se faire Prête. la bise. Ça me un prêt en fait. Pardon. Bonjour. Là, il n'y a pas de palpation. On va aller jusqu'au fond et après. On va les aider à monter des pneus. Si les mecs ils crèvent demain, ce sera à cause de nous. Cause de lui. Crevaison. Ah, rage le gazou. Big bisous. N'empêche qu'il est 18h24 là? Ouais. Ah, ils arrivent dans... Ils sont là dans 14 minutes, c'est ça? C'est ça qu'il nous faut, c'est ça, un aspirateur. Maintenant, je sais ce que je dois acheter. Dans un quart d'heure, on a la ligne. Ok, génial. Tout de suite. Allez. Ah là là, c'est beau, c'est propre. Tu vas pas assez manger? À vendre demain sur eBay une aile de Yaris. Vous voulez déposer vos sacs à dos, il y a un petit cadeau qui vous attend. Et après, Dimitri va arriver, comme ça on va commencer la visite. Merci. Drapeau officiel. Est-ce qu'on a une casquette? La casquette officielle. La Gazoo Racing que je vais pouvoir porter dans un Supra demain.
Des lingettes. Les lingettes, et ça, je sais, le caleçon? Quand tu aimes tellement sa voiture, le banc Gazoo Racing. Non, c'est le petit drap. Ah, regarde. C'est un bandana. Génial. C'est génial. Balaclava. Ah, mais c'est super. Et attends, c'est pas T'en fini. as pas genre 10 des comme ça, il m'en faut pour les clients. Qu'est-ce que c'est ça? Bah, démontre. Une batterie externe. Ah, bah c'est parfait. On est Parce refait. qu'elle est déjà chargée. C'est Oui, non, mais ouais. le plus important. Est-ce qu'il y a un câble USB-C? Là, on a Tommy McKinnon là. Ça, je fais mon intro avec Si vous ne savez pas qui c'est Tommy McKinnon, je ne peux rien pour vous. Regardez sur Google. Il est connu, très connu. Il a même une Lancer Evolution 6 qui porte son nom, une série spéciale, sûrement une des meilleures voitures du monde. Et c'est lui le boss en fait du team Gazoo Racing. En gros, Toyota sous-traite à Tommy McKinnon et à son équipe de fous furieux en Finlande toute l'opération et tout le garagisme des Toyota Yaris de course. Voilà. Non. Voilà, c'est bon. Tu peux pas parler de quoi? Ça y est, on fait partie du team Toyota, c'est officiel. Ouais, c'est Dimitri, on va chanter. Dimitri. iPhone, chanté. Donc voici la structure Toyota. J'imagine que vous étiez au courant avant de venir. Est-ce que certains d'entre vous connaissent un peu les règles du rallye, s'intéressent au rallye ou connaissent le fonctionnement du rallye en général? Peut-être pas? Raconte-le-nous, raconte-le-nous. D'accord. Donc derrière vous, en face de moi, vous avez l'assistance. On emmène sur toutes les courses du championnat, chaque voiture a son emplacement, donc comme ici vous voyez Chris Mick devant vous, au milieu c'est Ottanak et au fond c'est Yarimati. Chaque voiture a son emplacement pour des questions d'organisation. Chaque mécano a sa caisse à outils avec son nom dessus. Chaque voiture a son câble électrique qui descend du plafond en haut. Donc ce câble en fait il sert, quand la voiture elle rentre dans l'assistance, à connecter la voiture et à récupérer toutes les acquisitions de données, toutes les datas, toutes les informations de tous les capteurs présents sur la voiture pendant les spéciales. Si on a ça, ça doit se contrairement au circuit au WEC, si tu t'intéresses un peu, ou en Formule 1, on n'a pas l'acquisition de données en direct, donc on ne peut pas suivre tout ce qui se passe dans la voiture pendant qu'elle est en spécial. Donc on récupère tout à la fin grâce à ça et c'est envoyé directement dans le camion des ingénieurs pour analyser tout ça et voir s'il n'y a pas eu de problème pendant la spéciale. Les assistances sont de la même façon. Ça veut dire qu'on a une assistance de 15 minutes le matin, une assistance de 40 minutes à midi et une assistance de 45 minutes le soir. Pour l'intégralité du championnat, c'est la même chose, sauf ici où aujourd'hui on n'avait qu'une de 45 ce soir. Donc en fait, depuis ce matin, on n'a pas vu les voitures. Là, ils ont 45 minutes pour que la voiture soit prête pour demain. Exactement. Et s'ils dépassent ça, il y a une pénalité? Ah, on n'a pas le droit de dépasser. Okay. Voilà. Si on doit dépasser pour je ne sais quelle raison, voilà, c'est des pénalités pour le pilote. On est limité à un certain nombre de mécanos, donc sur tous les voitures. Là, vous avez le droit, avant que les voitures arrivent, de mettre tout ce que vous voulez en place. Voilà, on va mettre tout ce qu'on sait. Tout ce qu'on sait en avance, on va le mettre en place. Avant l'assistance pour que ce soit plus rapide pour les mécaniciens pour intervenir. Après, il peut y avoir des surprises en démontant. Mais de ce qu'on sait pour l'instant, voilà, on sait qu'on va changer le pare-choc avant, on va changer le demi-train arrière, on va changer le demi-train avant et on va changer le berceau arrière complet avec le différentiel. Et là-bas. Lunelle, un passage de roue, voilà, toutes les petites choses qu'on sait déjà. Ça, c'est ce que vous savez au fur et à mesure de la journée. Ça, c'est ce qu'on sait déjà, voilà. Ouais, avec les informations du pilote, avec les informations des ingénieurs. On a des médiazones, vous savez, les regroupements où les pilotes parlent aux médias. Il y a toujours le chef de voiture qui va aller aussi dans la médiazone. Il n'a pas le droit de toucher la voiture, mais il a le droit de regarder tout ce qui se passe. Entre deux spéciales, est-ce qu'il y a le droit à la communication radio avec tout à fait. Ouais. C'est seulement pendant la spéciale ou c'est interdit? Voilà, pendant la spéciale, c'est interdit de communiquer. Mais entre deux spéciales en liaison, il prend son téléphone, il nous appelle, il nous dit il y a ça, il y a ça, il y a ça. Lui, ça permet aussi de lui ajuster certains réglages entre deux spéciales. Non, par lui-même. Ouais. Voilà. On passe dans le camion là-bas. Yes. On continue. Les élèves encore. C'est
Mister Caméra qui nous a retiré les gars. Au téléphone, ici, Ah, la caméra interdit. interdite, secrète, tout ça, donc voilà, on va couper. Table avec un physio. Pendant l'assistance. Si, bien sûr. Par contre, pas de caméra non plus. Bon bah voilà, on a fini le tour, c'était super intéressant, on n'a rien pu vous montrer, et maintenant on va encore bouffer comme d'hab. Voilà. On fait que ça, on bouffe. C'est un buffet, on va encore s'en mettre plein la panse. C'est terrible. Sinon, la vraie question, elle est où la boîte de nuit? Elle est derrière, là, c'est la fête foraine, t'as pas entendu? Il n'y a pas une grosse teuf tous les soirs sur le... Non, Tous les soirs. voilà. Allez, les gros, c'est par là. Moi j'ai des stylos. Bon voilà, on va manger tout ça. Voilà. Donc là, on va vers le stand... Non, mais non, arrête, vas-y. Non, on est mauvaise direction là. Je crois qu'on est dans le stand... c'est le stand Hyundai ici, non? Non. Non. Ah, c'est Citroën peut-être. Voilà. C'est là où les voitures montent et elles arrivent là. C'est intéressant, c'est l'arrivée là. Là, les voitures ne vont pas tarder à arriver, ça chauffe dans les stands, on sort les aspirateurs. On sent la fébrilité des équipes qui attendent les voitures et leurs pilotes. La tension est à son max. Ah, ça chauffe un peu le moteur. Meilleure place. Bravo! Ouais! Bah non, ils ont dit qu'ils enlevaient les casques pendant les... Il voulait être en Finlande peut-être, je sais pas. Il est en tête du championnat du monde. C'est le leader du championnat du monde. Voilà, il est là, le leader actuel du championnat du monde de WRC. Tu peux m'en prendre une aussi, Jérôme? Voilà, nous on a la meilleure place puisqu'on voit tout depuis le resto. Là ils attendent avant de toucher les voitures. Le timer ne partira que quand ils commenceront à bosser sur les bagnoles. Ouais, ça frotte. Oh, il est chaud le man! Comment il est chaud! Il a tiré le câble! Johnny frein à main, c'est mon frère! Ah le mec il tire un câble dans l'assistance. Il est là Johnny frein à main. Il est magnifique. Là voilà. En 20 secondes. Qu'est-ce qui se passe à 8h? À 8h, ils vont commencer les réparations de la voiture. Et ça va démarrer, ça va être l'heure spéciale. Les mécaniciens vont vraiment faire une épreuve spéciale. Ils ont 45 minutes. 45 minutes pour réparer une voiture qui est cassée, en ne sachant pas les dégâts. Ah, il y en a un qui va faire de la spéléo apparemment. Mais le bonnet là, il va en plonger. Ça commence dans 1 minute mes amis, 1 minute. Chaud. Regardez bruit de... Dimitri, on est tous avec toi. On est arrivé à l'hôtel et donc je vais danser sur le mini dance floor qui est là. Voilà, c'est pour moi. Je veux chercher la boîte de nuit, elle est là. On est chez Charles, c'est le nom de l'hôtel à Calvi. Et c'est très sympa, hein. On se croirait un peu dans Miami Vice là. Là c'est très mélange années 70, années 80 au niveau de la déco, là, avec tout ce bois formica, je sais pas comment on appelle ça, ça fait très années 70.
Et les néons partout, très années 80. Ouais. Et Monsieur Fichot. Je connais pas Monsieur Fichot. Un mini dance floor. Ah oui, il arrive. Vous l'avez fait. Qu'il y a entre nous et les lumières, ben, c'est la mer. Ouais. Donc ouais, il y a une terrasse assez sympathique. Je pense que demain, on va avoir une bonne petite surprise au niveau de la vue. Wait and see, comme disent les Anglais. Chez Charles, 4 étoiles, le luxe, le luxe, le luxe. Bon, est-ce qu'on a vu sur la mer? Raté. Bon, est-ce qu'on a vu sur la mer? Ouais. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Ah mais oui. Mais oui. Effectivement. C'est beaucoup plus sympa la journée. Ouais, il n'y a pas à tergiverser, la Corse, c'est quand même magnifique, quoi. Ces couleurs, laisse tomber. Ah bon, on est pressé de rentrer à Paris. Voilà, début de deuxième journée, les choses sérieuses vont enfin commencer. Pas au niveau de la charcuterie, ça c'était déjà hier. À tout de suite. Le vélo, c'est vraiment un sport physique. 135 toute blanche là au fond là. Ouais, ce qu'on voit devant là. Du coup, ça fait un peu loin. J'ai trouvé la route après pour descendre, mais ça faisait un peu loin. Bon, c'est sûr, c'est pas la belle vue que vous avez du périph', mais là c'est déjà pas mal. Hein. Jaloux, va. Normal, il y a une Yaris WRC qui vient de nous doubler, tout va bien. Rattrape-le. Allez. Double-le. Attends, j'ouvre la porte, on va lui faire coucou. Si, une selfie. S'il sort de la route à cause de nous, c'est pas cool. Non. Dans 1 km. Vas-y, mets les gaz. On vient de se faire doubler par une Yaris WRC qui était en liaison, donc ça veut dire les stages entre deux spéciales stages, entre deux spéciales. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en WRC, donc entre deux spéciales où ils sont chronométrés, les voitures font des liaisons, ce qui était la base du rallye à l'origine. Le fait d'être les rallyes, c'était sur route ouverte au milieu de la circulation. Sauf qu'avec l'amélioration des performances des voitures, à un moment donné, ça devenait dangereux, ils roulaient n'importe comment et ça devenait un danger pour la circulation. Donc ils ont décidé de les départager avec des special stages, des spéciales chronométrées. Et du coup, maintenant, les liaisons sont devenues moins importantes que les parties chronométrées où ça fait beaucoup plus le show. Mais les voitures sont toujours homologuées, ont toujours des plaques, des clignotants, elles sont équipées pour la route. Et donc, entre deux spéciales, ils roulent à la même vitesse que tout le monde sur la route avec leurs bagnoles qui font un bruit de fou furieux. Et comme vous pouvez le voir, on s'est fait doubler par une Yaris WRC, mais ils roulaient pépère à 90. Donc les voitures sont quand même prévues pour pouvoir rouler tranquillement aussi. C'est pas des bêtes de course indomptables. Elles ont un mode route. Voilà. Et pour la petite histoire, apparemment c'est arrivé que Sébastien Loeb tombe une fois en panne d'essence parce qu'il s'était perdu sur les liaisons et il avait mis le mode course et donc consommait beaucoup plus d'essence. On vient de quitter donc notre monospace et on va embarquer dans un de ces bazars. Bah ouais, forcément c'est Gauger qui monte devant, toujours. Et vous vous attachez, ordure. On met le sac devant nous. C'est ce qu'on a fait. À nos pieds. Marcher sur la gauche. Au retour, je te piquerai ta place, Julien. Attachez-vous s'il vous plaît. Ouais, que Dieu nous protège, nous sommes à la merci des ingénieurs. Mais non, mais mettez-le comme ça, mais... Alan Grant. Tu me mets à toutes les sauces. Achetez tout.
La piquette. T'es mauvais. Là, avec votre accord. Arrête, ne dis pas ça maintenant. Je vais mettre le bras de temps en temps comme ça, avec la sécurité. La piquette. Aïe aïe aïe. Ils sont en carbone les sièges. Mais moi j'ai trop petit bas. Qui part en premier, celui de gauche? Ok. Allez. Ignition. Roger, we're gonna burn the Canis. Okay, control tower. We soon gonna hear shit what you say. Je pense qu'il a tout donné là. Get to the chopper! Get to the chopper! C'est Jack, c'est mon pilote! Ah bah non, c'était pas nous! Bon, cette fois, on est les prochains. Je sais pas si vous m'entendez. Mais celui-là, c'est le nôtre! Jack, ce bon vieux Jack!
WRC. C'était incroyable les pépitos, c'était génial. Toi, tu résumes comment le WRC? C'est la merde. C'est la merde. Non, c'est Comment je génial. dis ça? Bon voilà, première expérience en hélicoptère, c'était incroyable. Mais quand même moins bien que le Pro Ace de notre ami ici présent. Qui a donné plus de sensations au niveau des remontées estomatiques. Maintenant on va, je vous laisse deviner, manger. Chemin faisant, nous passons devant la structure junior de Toyota Gazoo Racing. Donc le pilote c'est Takamoto Katsuta. Ah, il n'y a pas de Yaris, d'accord. Parce qu'ils sont pas encore insistants, parce que là on est dans le junior team. Comme ça, s'il s'éclate la gueule, c'est pas la honte, c'est pas une Toyota. Donc, le but de Toyota, c'est d'avoir à un moment donné un pilote japonais. C'est pas dans leur culture, ils ont fait une sélection dans tout Japon et ils font courir les pilotes avant en catégorie inférieure pour un jour faire éclore un pilote en mondial un japonais. Super. Quand elles ont terminé le rallye, elles montent sur le podium là-bas. Là c'est une grande kermesse hein, le WRC, il y a de l'animation pour le public, c'est franchement convivial. Il y a les concessionnaires qui viennent montrer un peu tout leur matos. C'est vraiment très sympa. Très très sympa. Donc là on a la concurrence, on a Citroën qui évidemment débarque avec des moyens colossaux. Les mecs ils ont carrément une remorque qui se soulève, pop-up, et si je dis pas de conneries, ah non j'ai cru qu'elles se connectaient les deux ensemble mais non, non. C'est juste des slide out comme sur notre bon vieux Harvey de Jurassic Park 2. Mais c'est cool quand même. Là ils ont leur service zone. Cherchez pas l'hub, il est chez Hyundai. Hyundai, je sais pas comment on dit. Et là les mecs ils ont carrément construit, voilà, bon, ils ont dit on fout des remorques qui se déploient plus du vitrail. Ils ont fait un truc un peu fat quoi, à base de remorques. Ah ils ont la concession en face, ouais d'accord, bah, en gros les gars ils sont arrivés en mode c'est chez nous quoi. Voilà. Voilà, on va manger, prendre l'avion et après en route pour Spa direct, j'enchaîne. À vous les studios.